Georges Canguilhem, né le 4 juin 1904 à Castelnaudary et mort le 11 septembre 1995 à Marly-le-Roi, est un philosophe et résistant français. Normalien agrégé et docteur en médecine ayant refusé d'exercer, il dirige l'ELIS de 1956 à 1971 à la suite de Gaston Bachelard. Consacré à l'épistémologie et à l'histoire des sciences, précisément à l'accession de la biologie, de la médecine, de la psychologie au statut de science, son œuvre, notamment le normal et le pathologique et la connaissance de la vie, relève d'une exigence éthique voire héroïque qui refuse de réduire le vivant aux mesures physico-chimiques ou comportementalistes de celui-ci et par là d'imposer une norme, nécessaire à la science mais non suffisante pour l'individu. Inspirée par un Jean Cavaillès critiquant la phénoménologie husserlienne, elle se nourrit de la dénonciation faite par Karl Marx du scientisme allemand et a une influence fondamentale sur la génération postmoderne qui a animé le mouvement contestataire dit de la French Theory et fait mai 68, en particulier Michel Foucault et Pierre Bourdieu, dont Canguilhem fut directeur de thèse. Biographie. Fils de l'école de la République, de 1904 à 1924. Georges Bernard Canguilhem est le fils d'un tailleur travaillant dans la campagne et sorti de sa condition paysanne par cet artisanat. Troisièmement, il a 10 ans quand son grand-père maternel meurt, laissant à sa fille une ferme située à Orgibet-III, dans le Couserans. C'est la guerre et ses pénuries. Il est mis à contribution pour faire les labours sur le terrain dont sa mère a hérité et apprendre auprès du métayer 4 le métier de paysan. Il conservera toute sa vie l'accent rocailleux de son Languedoc natal. Troisièmement, il accomplit au lycée de Castelnaudary une scolarité brillante et en juin 1921, le baccalauréat passé avec un an d'avance, se voit proposer une bourse pour poursuivre en classe préparatoire à Montpellier, qu'il refuse. Quatrièmement, c'est pour présenter sa candidature au lycée Henri IV, à Paris, et préparer le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Il y est admis en Hippocagne et reçoit en compensation une bourse d'honneur délivrée par le conseil de l'établissement, bientôt doublée de la même bourse nationale. Quatrièmement, en Cagne, il a pour professeur Alain. Celui-ci, partisan mal compris de la dissuasion armée 5 qui préconisera en 1939 la riposte militaire 6, conforte l'engagement initial de son jeune étudiant dans son antimilitarisme. Normalien contestataire, de 1924 à 1929. L'étudiant Canguilhem. En 1924, le petit Ken intègre la section lettres de l'école normale supérieure dans la promotion de Daniel Lagache, Raymond Aron, Jean-Paul Sartre et Paul Nizan. L'année suivante, pour compléter son indemnité de fonctionnaire stagiaire, il trouve, par l'entre-Jean d'Alain, de Michel Alexandre, qui fut lui aussi son professeur de philosophie à Louis le Grand, et de Jeanne, femme de ce dernier et sœur de Maurice Salboix, à travailler comme répétiteur pour les filles de l'écrivain Jean-Richard Bloch 7, Claude et France Bloch. Avec le père de celle-ci, éditorialiste de la revue Europe proche de Romain Rolland, il partage des interrogations sur le sens de l'engagement de l'intellectuel. À l'ENS, Georges Canguilhem fréquente le Centre de documentation sociale, conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, que dirige Célestin Bouglé, précurseur de la sociologie française. C'est un centre de documentation financé par Albert Kahn qui préfigure l'école des hautes études en sciences sociales et attire la jeune génération. S'intéresser aux réalités sociales, c'est, comme le fera plus violemment Paul Nizan 8, rompre avec l'intellectualisme des maîtres tels que Léon Broche-Vic. Neuvièmement, c'est à Célestin Bouglé que Georges Canguilhem demande de diriger, en Sorbonne, son diplôme d'études supérieures, étape requise pour qui veut passer l'agrégation. Il soutient son mémoire 10, sur le positivisme, en 1926. En mai 192-1711, à la suite des protestations publiques du pacifiste Michel Alexandre XII, il joint son nom 13 à ceux des 53 autres élèves de l'ENS signant la pétition 14 rédigée par Alain contre l'article de la loi de réarmement 15 préparé par le député Joseph Paul Boncourt qui prescrit le rétablissement de la censure en cas de mobilisation 16. L'affaire intervient au moment où sont organisées d'importantes manifestations en faveur de Sacco et Vanzetti. Quelques semaines plus tard, cette même année 1927, il est reçu à l'agrégation de philosophie, deuxième derrière Paul Vigneault, devant Jean Lacroix et Jean Cavaillès 17. En novembre 1927, il commence,
comme simple canonnier conducteur, son année de service militaire, qui est prolongée 6 mois, jusqu'en avril 1929, pour raisons disciplinaires, mais au grade, modeste, de brigadier 18. Enseignant, de 1929 à 1940. Georges Canguilhem commence sa carrière d'enseignant à la rentrée 1929, à Charleville, et prend l'habitude de passer une partie des vacances d'été dans la maison de campagne de son ami Jean-Richard Bloch, la Mérigotte 4e. L'année suivante, l'expérience au lycée d'Albi se passe mal et il prend en 1931 une année sabbatique 7 pour s'essayer au journalisme en remplaçant Jean-Richard Bloch à la direction de la revue Europe. Il y défend des positions polémiques dénonçant la guerre et le militarisme comme étant l'essence de l'ordre bourgeois 19. C'est alors qu'il épouse une collègue, Simone Antériou, de 1905 à 2001, avec qui il aura 3 enfants. Il réintègre l'éducation nationale à la rentrée 1932, au lycée de Douai. Il a été nommé au lycée de Valenciennes, quand, à la suite de la fusillade du 6 février 1934, il adhère au comité de vigilance des intellectuels antifascistes 20, au pacifisme duquel il restera, contrairement à Paul Langevin et aux communistes, fidèle jusqu'au déclenchement de la guerre 4e. Désormais père de famille titularisé au lycée Henri IV de Béziers, il y enseigne de l'automne 1934 à l'été 1936 et retrouve son Midi Rouge natal. Trop anarchiste et attaché au primat de l'individu sur le collectif pour adhérer à aucun parti politique, c'est en compagnon de route qu'il donne des cours au Collège du travail de la Confédération générale du travail et qu'il anime le cercle d'études sociales de la Fédération de l'Hérault du Parti communiste français 21, importante section qui milite plus que d'autres pour le soutien à la République d'Espagne. Pour la rentrée 1936, il obtient une canne au lycée Fermat de Toulouse. Il impose à ses classes, philosophie et lettres supérieures, une pédagogie directive et austère, interdisant la prise de notes, refusant de noter les résumés obligatoires, privilégiant le renéotype 22 et exigeant une exégèse argumentée. Il envisage toutefois une reconversion professionnelle et, tout en enseignant au lycée Fermat, commence le long cursus des études de médecine. Résistance, de 1940 à 1944. Refus de Vichy, septembre 1940 – juillet 1941. Fin septembre 1940, alors que s'instaure le régime de Vichy, Georges Canguilhem adresse sa démission au recteur de l'Académie de Toulouse, Robert Delteil, en prétextant officiellement une convenance personnelle mais en expliquant qu'chaud il n'a pas passé l'agrégation de philosophie pour enseigner travail, famille, patrie. 23. Quelques jours plus tard, en octobre, Ignace Mayarsan, venant de l'école pratique des hautes études, prend son nouveau poste à la faculté de lettres de Toulouse. Son élève Jean-Pierre Vernant, terminant son service militaire, prend le poste laissé vacant au lycée Fermat. Début décembre, Jean Cavaillès, de Clermont-Ferrand où il enseigne depuis que l'université de Strasbourg s'y est repliée, prend contact avec son collègue Ignace Mayarsan. Celui-ci se trouve en butte avec une administration zélée qui, par antisémitisme, refuse de le rémunérer au prétexte d'un statut des Juifs qui n'a pourtant pas encore reçu de décret d'application. Jean Cavaillès recherche des volontaires pour diffuser des tracts qu'il rédige avec Emmanuel Dastier de la Vigerie et Lucie Samuel 24 dénonçant la trahison de Pétain et des soutiens de celui-ci. Emmanuel Dastier de la Vigerie a appelé cette opposition clandestine la dernière colonne. Georges Canguilhem 24 se retrouve dans la petite centaine de sympathisants 25 de la dernière colonne qui, à travers la zone sud, forme alors le noyau du futur mouvement de résistance Libération, du nom choisi par Jean Cavaillès 26 pour leur bulletin de liaison diffusé à partir de juillet 1941 à 100 000 exemplaires, Libération. Universitaire résistant, ou 1941 novembre 1943. En août 194 1127, Jean Cavaillès, qui s'est fait nommer à Paris, en Sorbonne, par Gaston Bachelard, pour développer le réseau en zone nord, demande à Georges Canguilhem de le remplacer, tant dans ses fonctions éditoriales au sein du journal 28 qu'à son poste de maître de conférence. Il s'agit d'assurer un cours de philosophie générale, un des 4 enseignements que supervise depuis 1919 le titulaire de la chaire de philosophie, Émile Baudin, lequel se retirera pour raison de santé en juillet 194 1229. Jean Cavaillès le complétait d'un cours de logique,
mais le suppléant est compétent en biologie, pas en mathématiques. Quant à Libération, dès le mois d'octobre l'argent, jusqu'alors fourni par Georges Zerafa, vient à manquer. Un secours financier arrive opportunément le mois suivant, porté par l'agent du BCRA Yvon Moranda. Quant aux relations avec les étudiants, ceux-ci, échaudés par les arrestations qui ont suivi la campagne d'affichage de février 1941, préfèrent se tourner vers le réseau plus attentiste Liberté 30, fondé lui aussi à Clermont-Ferrand en septembre 194 1031. Parallèlement, Georges Canguilhem poursuit ses études de médecine, dans des conditions matérielles et universitaires difficiles. C'est sa femme Simone, enseignante, qui, depuis que son mari a démissionné, assure l'ordinaire 32. Durant l'année de 1941 à 1942, il suit notamment le cours de son condisciple Daniel Lagache, qui lui fait découvrir l'œuvre du psychiatre Kurt Goldstein 33. De 1941 à 1942, il suit les cours du physiologiste Charles Kaiser et de l'histologiste Mark Klein tout en rassemblant une importante documentation pour sa thèse de médecine 33. Il intitule les séminaires de philosophie générale qu'il donne au cours de l'année de 1942 à 1943 Caractère normatif de la pensée philosophique et le normal et le problème des mentalités. En 1943, devant un jury présidé par le professeur de pharmacologie alsacien Alfred Schwarz, il soutient celle-ci, et c'est sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique. Il y examine les concepts qui ont présidé à la naissance de la médecine moderne, principalement à travers les œuvres d'Auguste Comte, de Claude Bernard, de René Le Riche et de Kurt Goldstein. L'ouvrage, doublé de nouvelles réflexions sur le normal et le pathologique, sera réédité en 1966 sous le titre de Le normal et le pathologique. Entre-temps, le 26 janvier 1943, Libération Sud a rejoint le mouvement Combat, dont le représentant, Henri Ingrand, est devenu en mars le chef régional de ce qui s'appelle désormais les Mouvements Unis de la Résistance. En revanche, Libération Nord, où les socialistes se méfient du gaullisme, ont refusé d'intégrer les murs 34. Jean Cavaillès, par logique, avait rompu dès avril 1942 avec cette ligne de la désunion, en dépit de ses désaccords avec Charles de Gaulle 35 et des insuffisances de la France libre 36 dont son réseau coursa à pâtir 37. Libération Sud est représentée au sein de l'état-major régional des murs par Jean Ratchen 38, le journaliste de la montagne qui avait fait tirer à 10 000 exemplaires le premier numéro de Libération en juillet 1941. Délégué régional de Libération Sud, novembre 1943-mai 1944. En novembre 1943, repéré par la Gestapo, Jean Ratchen part se cacher, à Paul-Laguet. C'est Georges Canguilhem, sous le pseudonyme de Lafont, qui en cas de besoin assurera l'intérim à la direction locale de Libération Sud 38. La zone sud a été envahie depuis un an quand est déclenchée la rafle dite du 25 novembre 1943, dans les locaux même de l'université de Strasbourg. Dans un couloir, un gestapiste abat Paul Colombe, professeur de papyrologie. 110 des personnes arrêtées, dont les Alsaciens, seront déportées. Georges Canguilhem ne retournera pas à l'université. Il s'investit dans l'organisation d'un service de santé pour les maquisards, autour duquel sont mobilisés les médecins Paul Reiss et Louis Mallet, les pharmaciens Pierre Nugou et Anne-Marie Ménat, mais aussi des jeunes volontaires, Roger Guignard, Marcel Chomard, Fernand Lafaille, Charles Béran-Holk, Jean Simon, Laurette Meyer 38. Quelques semaines plus tard, au début de l'année 1944, il mettra en place à Morines, petit village de l'Aubrac, une infirmerie clandestine. Le 23 décembre 1943, il assiste à la réunion d'état-major régional des murs en remplacement de Jean Ratchen 38. En février, celui-ci est appelé depuis sa cachette à l'état-major central de l'armée secrète, à Paris. Georges Canguilhem doit de nouveau représenter Libération Sud lors de la réunion du 10 février 1944-38. Le mur d'Auvergne, No 1 à 10, propagande locale de la résistance unifiée, au sein de laquelle Georges Canguilhem représente Libération. Lors de la troisième réunion, qui se tient du 30 avril 39 au 2 mai 1944 dans la ferme du Boiteau à Sainte-Marguerite, près de Paul-Laguet, Henri Ingrand est présent ainsi que de nombreux autres délégués,
Maurice Joanneau 40, pour franc-tireur, Raymond Perrier, pour le mouvement ouvrier français, Jean Buté, pour le PS, Pierre Girardot et Roger Vallon, pour le Parti communiste français, Charles Eldin pour Front National, Robert Huguet pour les Maquis d'Auvergne, les FTPF, de loin les plus nombreux, faisant banda. Par 39. Les chefs départementaux, René Ribière pour l'Allier, Jean Lépine et Pierre Couton pour le Cantal, Serge Zapalski pour la Haute-Loire, ont été convoqués 39 dans l'optique d'une mobilisation générale. Georges Canguilhem fait adopter une proposition de réorganisation qui efface les divisions en regroupant les fonctions politiques d'une part, les fonctions militaires d'autre part de chacun des groupes composant le mur 38. Il faut, en raison de l'aspect exceptionnel que va prendre désormais l'action R6, une seule et même personne pour présider ces deux états-majors, ce qui aura l'avantage de servir d'élément de coordination et de bien marquer la prépondérance du pouvoir civil sur le militaire 41. Henri Ingrand est élu président des deux états-majors, Émile Coulaudon, nommé chef militaire régional, Georges Canguilhem, chef de l'état-major politique 38, c'est-à-dire dans l'esprit de celui-ci, qui a gardé sa détestation des armes, le garant civil de la légitimité de l'action militaire. En rentrant à Clermont-Ferrand, celui-ci est interpellé à Chamalières par une patrouille allemande. C'est le couvre-feu. Il est mis en joue 38. Dans le courant du mois de mai, Émile Coulaudon rassemble peu à peu les FFI dans les monts de la Margeride. Les jeunes gens arrivent seuls ou en groupe, souvent en train, depuis Clermont-Ferrand mais aussi de la campagne. Ils sont répartis en 15 compagnies dans un rayon de 10 km. De l'armement est parachuté par le SEO, 3000 fusils ou mitraillettes, 150 fusils mitrailleurs, quelques bazookas, 3 ou 4 milliers de grenades, des munitions, des explosifs. Médecin du Maquis, juin-septembre 1944. Le 6 juin 1944, à l'annonce du débarquement de Normandie, Georges Canguilhem rejoint Émile Coulaudon dans la Margeride 38, où le 2 une colonne de supplétifs azerbaïdjanais de la Wehrmacht a été repoussée. Le 9, il est intégré à l'armée, au grade de lieutenant SSA 38. C'est donc sous les ordres du colonel Gaspard que durant la bataille du Mont Mouché, le 10 juin 1944, il assure avec le professeur Paul Rice le service de santé, la pharmacie étant mise en place par le lieutenant Anne-Marie Ménat. L'opération, en dépit de l'avantage tactique et du courage des partisans, est un désastre. Le 11, il y a plus de 100 morts. Georges Canguilhem organise sous le feu de l'Ostlégion l'évacuation de dizaines de FFI vers l'hôpital de campagne qu'il a préparé la veille 38 à la Vouchtchillac 42, une trentaine de kilomètres au nord du mont Mouché. Dès le 12, il fait transférer une soixantaine 42 de blessés vers l'infirmerie clandestine de Morines 38, à une quarantaine de kilomètres au sud et du mont Mouché par une route montagneuse. Des unités de la brigade Jesser sont à leur poursuite. Les combats continuent au nord de Morines, dans la vallée de la Truyère. Le 20, des chars allemands appuyés par de l'artillerie et des avions attaquent le réduit 42. À 22 heures, l'ordre d'évacuation est donné 42. Le franchissement de la rivière en Caissé du Bay se fait de nuit à Dos d'Homme via la passerelle de l'usine sidérurgique qui se trouve là 42. Le service de santé parvient à s'installer le 21 dans la mairie de la commune voisine des Albarret-le-Comtal. C'est là que le professeur Paul Rice et Georges Canguilhem, assistés par la prière du curé de la paroisse, s'improvisent chirurgiens pour procéder à une amputation d'urgence 38. Les charrettes à buffles des paysans réquisitionnées 38 par le maire dès la nuit précédente 42 sont réparties en deux convois humanitaires improvisés, qui poursuivent la fuite vers l'est. Les blessés les plus fragiles restent en arrière sous la conduite de Paul Rice, Georges Canguilhem, Anne-Marie Ménat et le mari de celle-ci 43, Max Ménat, lui aussi étudiant en pharmacie. Dans l'après-midi du 2243, cette queue de convoi se trouve encore à 8 km au nord et des Albarret, à Saint-Jost. Elle est signalée par un collaborationniste de Saint-Chély des Apchés 43 et encerclée à hauteur de la ferme des Estremiac 44. Au cours de l'assaut, les invalides périssent 43. Paul Rice est tué ainsi que le père d'Anne-Marie Ménat, Fernand Lafaille 43. Celle-ci, blessée, est capturée mitraillette à la main 45. Georges Canguilhem échappe au massacre en se cachant dans le ruisseau des Arcomis 43,
qui s'écoule au milieu des bois 5 mètres en arrière. L'hôpital psychiatrique aménagé depuis 1823 dans le château de Saint-Alban, lieu d'un changement paradigmatique de la psychiatrie auquel Canguilhem assiste en juillet 1944. Il rejoint la tête de la colonne et la conduit jusqu'à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, asile des persécutés, des artistes et des résistants que dirige Lucien Bonafé et qui se trouve à une quarantaine de kilomètres au sud-est, dans le Gévaudan. Pendant quelques semaines, les blessés de guerre sont plus nombreux que les patients psychotiques mais, le temps de ce séjour à Saint-Alban, le docteur Lafont participe aux réunions animées par François Tosquel au cours desquelles est réinventée dans la ligne de Jacques Lacan une psychiatrie orientée par la psychanalyse, origine de la psychothérapie institutionnelle. De retour dans le Brivadois, auprès de sa femme et ses enfants, il regagne début septembre Clermont-Ferrand, d'où Henri Ingrand, nouvellement nommé par le gouvernement provisoire commissaire de la République, le mandate pour une mission secrète à Vichy 46, que Pétain a quitté le 20 août sous escorte de la Wehrmacht. Le 12 septembre 1944, André Diethelm, ministre de la guerre nouvellement nommé au sein du gouvernement de Charles de Gaulle, lui attribue la croix de guerre. De la résistance à mai 68, de 1945 à 1971. À la rentrée 1945, Jean Cavaillès n'ayant pas survécu, Georges Canguilhem reprend son poste de maître de conférence, désormais à Strasbourg. Il prend la place du mort, position qui ne cessera de l'interroger sur le sens de l'héroïsme 47. En 1948, il est promu inspecteur général de l'instruction publique, chargé de l'administration des inspecteurs en matière de philosophie, Georges Gasdorf lui succédant au sein de l'université de Strasbourg. Ce poste de haut fonctionnaire lui laisse le loisir de préparer sa thèse de doctorat de philosophie, qu'âgé de 51 ans, il soutient en 1955 et qui est aussitôt publié 48. Lequesne donnait ses cours dans une petite salle de Hélice, 23 rue du Four, le bâtiment rose sur la droite. Il est alors nommé professeur en Sorbonne et succède à Gaston Bachelard à la direction de l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques, poste qu'il occupera jusqu'à la retraite, en 1971. À l'automne de cette année 1955, il soutient l'appel lancé à l'initiative de Robert Antelme, d'Aionis Mascaleo, Louis-René Desforêts et Edgar Morin par Jean Cassou contre la poursuite de la guerre d'Algérie 49 et 5 ans plus tard, il souscrit, aux côtés de quelques autres professeurs de renom, à la pétition de la Fédération de l'éducation nationale appelant à reconnaître l'indépendance de l'Algérie 50. Il compte parmi ses élèves et disciples Patrick Vaudeil, Michel Foucault, qui lui demande d'être le rapporteur de sa thèse Folie et déraison, Histoire de la folie à l'âge classique, François Dagognet, Gilles Deleuze, José Cabani, Jean Swagelski et dans la génération suivante Camille Limoges, Dominique Lecourt, Donat Haraway, Claude Debru. Figure de l'intelligentsia, de 1972 à 1995. À la suite du coup d'État du général Jaruzelski, en décembre 1981, il est une des figures de l'intelligentsia française donnant visage aux 4150 chercheurs, techniciens et administratifs des organismes de recherche, appelant, à l'initiative de Jacques Le Goff, le gouvernement à soutenir Solidarno 51. En décembre 1990, un colloque est organisé au Palais de la Découverte sous le patronat du Collège international de philosophie. Dominique Lecourt est chargé au nom d'un groupe de ses anciens élèves d'obtenir l'accord pour organiser ce colloque. De prime abord, il bougonne à puis fit savoir que cela lui faisait plutôt plaisir à la condition qu'il ne soit pas obligé de venir. Il adressa un message au préside du conseil d'administration du Collège international de philosophie pour excuser son absence. Il ne m'est pas possible, à mon âge, de faire autrement que j'ai toujours fait, c'est-à-dire considérer ce qu'on appelle mon œuvre comme autre chose que la trace de mon métier. 52. Une philosophie de la science. Les principales œuvres philosophiques de Canguilhem sont le normal et le pathologique, publié en 1943 et complété lors d'une réédition en 1966, et la connaissance de la vie, 1952. Le premier ouvrage est une recherche approfondie sur la nature et le sens de la notion de normalité en médecine et en biologie, mais aussi sur la production et l'institutionnalisation des connaissances scientifiques. Aujourd'hui encore,
le normal et le pathologique restent fondamentales sur le plan de l'anthropologie médicale et de l'histoire des idées, et a connu un grand retentissement, notamment par le biais de l'influence que Canguilhem a exercée sur Foucault 53. Le deuxième est une étude à propos de la spécificité de la biologie en tant que science, la signification historique et conceptuelle du vitalisme, et la possibilité de concevoir l'organisme non pas sur la base de modèles mécanistes ou techniques qui permettraient de le réduire à une machine, mais plutôt de le considérer sous l'angle de sa relation avec le milieu où il vit, sa survie, et dès lors sa relation aux erreurs génétiques et à la normalité, dans ce milieu, et son statut au-delà d'une simple somme des parties. Canguilhem prend énergiquement parti dans ce sens, critiquant le mécanisme et soutenant le vitalisme de Thomas Willis. En effet, selon lui, une telle réduction priverait la biologie de son propre champ de recherche, en transformant selon un processus idéologique des êtres vivants en structures mécaniques incluses dans un équilibre physico-chimique inapte à rendre compte de la spécificité des organismes et de la complexité de la vie. Plus tard, dans Idéologie et rationalité et dans son Histoire des sciences de la vie, il développa ses critiques. Uvre. Bibliographie critique de G. Canguilhem par C. Limoges, In F. de la Porte, 1994, O. Cité Infra. Essai. Avec ses planètes, Traité de logique et de morale, Robert et Fils Impr. Marseille, 1939. Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, 1943, réédité sous le titre Le normal et le pathologique, augmenté de nouvelles réflexions concernant le normal et le pathologique, 1966, 9e rééd. PUF/Quadrige, Paris, 2005, ISBN 2 130 549 586. La connaissance de la vie, 1952, réédition revue et augmentée Vrine, Paris, 1965 et 1992, ISBN 2 711 611 329. La formation du concept de réflexe au XVIIe et XVIIIe siècle, PUF, Paris, 1955, rééd. Id. Vrine, Col. Histoire des sciences, ISBN 2 711 601 099. Avec Georges Lapassade, Jean Picrol, Jacques Allman, Du développement à l'évolution au XIXe siècle, 1962, Paris, PUF/Quadrige, 2003, ISBN 2 130 538 355. Études d'histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie, 1968, 7e rééd. Vrine, Paris, 1990, ISBN 2 711 601 080. Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie, 1977, ed. Vrine, collection poche Bibliothèque des textes philosophiques, Paris, 2009, ISBN 2 711 622 045. La santé, concept vulgaire et questions philosophiques, 1988, Sable, Pimbalma, 1990, ISBN 2 907 530 348. Principale conférence. Descartes et la technique, in travaux du 11e Congrès international de philosophie, tome 2, pages de 77 à 85, Herman, Paris, 1937. Activités techniques et création, in communication et discussion, deuxième série, pages de 81 à 86, Société toulousaine de philosophie, Toulouse, 1938. Qu'est-ce que la psychologie? Une revue de métaphysique et de morale, 1958. Raymond Aron et la philosophie critique de l'histoire, numéro in enquête, 1989. Max Weber, 1992. Lire en ligne archive. Vie et mort de Jean Cavaillès, ed. Alia, 1996, ISBN 2 911 188 179. Principaux articles. Une pédagogie de la guérison est-elle possible? Une nouvelle revue de psychanalyse, No 17, pages de 2013 à 2026, Paris, juin 1978. Le cerveau et la pensée, 1980, In G. Canguilhem, philosophe, historien des sciences,
1992, page 11 à 33, ISBN 2 226 062 017. Vie et régulation, article de l'Encyclopædia Universalis, 1974, deuxième édition, Paris, 1989. Recueil posthume. En F. de la Porte, Préface Rabinow Vital Reich Analyst, Selected Writings from George Canguilhem, Zone Book, en New York, 1994, 481 pages. Monsieur Trubitsch, l'intellectuel dans l'action. Archives lettres de Georges Canguilhem à Jean-Richard Bloch, de 1927 à 1946. In 20e siècle, nos 50, pages 114 à 121, Sciences Po, 1996, ISSN 02 94 à 1759. Écrit sur la médecine, ed. Du Seuil, collection. Champ freudien, 2002, ISBN 2 020 551 705. Georges Canguilhem. Œuvre complète, tome 1. Écrits philosophiques et politiques, de 1926 à 1939, Col. Bibliothèque des textes philosophiques, Vrines, Paris, décembre 2011, ISBN 978 à 2-7116 à 2360-0, 1032 pages. C. Debru et Afago-Largeau, Georges Canguilhem. Œuvre complète, tome 2. Écrits de médecine et de philosophie, les trois thèses, Col. Bibliothèque des textes philosophiques, Vrines, Paris, 2020. C. Limoges, Georges Canguilhem. Œuvre complète, tome 3. Écrits d'histoire des sciences et d'épistémologie, Col. Bibliothèque des textes philosophiques, Vrines, Paris, novembre 2019, ISBN 978 à 2-7116 à 2362-4, 1056 pages. C. Limoges, Georges Canguilhem. Œuvre complète, tome 4. Résistance, philosophie biologique et histoire des sciences de 1940 à 1965 secondes, Col. Bibliothèque des textes philosophiques, Vrines, Paris, mai 2015, ISBN 978 à 2-7116 à 2363-1, 1296 pages. C. Limoges, Georges Canguilhem. Œuvre complète, tome 5. Histoire des sciences, épistémologie, commémoration de 1966 à 1995, Col. Bibliothèque des textes philosophiques, Vrines, Paris, octobre 2018, ISBN 978 à 2-7116 à 2364-8, 1488 pages. Annexe. Bibliographie. Georges Canguilhem, philosophe, historien des sciences, acte du colloque organisé au Palais de la Découverte les 6, 7 et 8 décembre 1990 par Étienne Balibar, M. Cardat, F. Duroux, M. Fichant, Dominique Lecourt et Giroubeau, Bibliothèque du Collège international de philosophie Albin Michel, Paris, 1993, ISBN 2 226 062 017. Guillaume Leblanc, Canguilhem et les normes, Paris, PUF, 1996. Gilles Renard, l'épistémologie chez Georges Canguilhem, Paris, Nathan, 1996. François Dagognet, Georges Canguilhem. Philosophe de la vie, Le Plessis-Robinson, Institut Saint-Élabo, collection Les Empêcheurs de penser en rond, 1997. Collectif, Actualité de Georges Canguilhem. Le normal et le pathologique, Le Plessis-Robinson, Institut Saint-Élabo, collection Les Empêcheurs de penser en rond, 1998. Guillaume Leblanc, Anthropologie et biologie chez Georges Canguilhem, Paris, PUF, 2002. Canguilhem, Histoire des sciences et politiques du vivant, avec des textes de Jean-François Bronstein, DIR, François Dagognet, Claude Debru, François Delaporte, Yann Recking, Dominique Lecourt, Ariel Tutaker, Paris, PUF, 2007. Guillaume Pénisson, Le vivant et l'épistémologie des concepts, essai sur le normal et le pathologique de Georges Canguilhem, Paris, L'Harmattan, 2008. Dominique Lecourt, Georges Canguilhem,
Paris, PUF/que sais-je, 2008, ISBN 2 130 538 614. Pierre F. Dild, DIR, L'envers de la raison. Alentour de Canguilhem, ed. Vrine, collection. Annales de philosophie de l'Université libre de Bruxelles, 2009, ISBN 2 711 621 731. Pierre Macheret, de Canguilhem à Foucault, La force des normes, Paris, La Fabrique édition, 2009. Xavier Roth, Georges Canguilhem et l'unité de l'expérience. Juger et agir, de 1926 à 1939, préface de Claude Debru, Paris, Vrine, collection L'histoire des sciences textes et études, 2013, ISBN 978 à 2-7116 à 2491-1. Louise Ferté, Aurore Jacquard et Patrice Vermeuren, DIR, La formation de Georges Canguilhem. Un entre-deux-guerres philosophique, Paris, Herman, 2013, ISBN 9 782 705 686 666. Frédéric Mathieu, Les valeurs de la vie. Lecture actualisée de L'œuvre de G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, 1966, Paris, In Libro Veritas, 2014, ISBN 978 à 2-35 209 à 777-8. Claude Debru, Georges Canguilhem, Science et non-science, Paris, édition Rue d'Ulm, 2018. Emiliano Eusfara, Georges Canguilhem inédit. Essai sur une philosophie de l'action, Paris, L'Harmattan, collection La philosophie en commun, 2018, ISBN 978 à 2 343 144 665. Samuel Telcat, Georges Canguilhem and the Problem of Error, Palgrave Macmillan, 2019.